Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Cécile Ourquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Audrey Carlo. Aujourd'hui, nous parlerons du b.a.-ba de l'hémostase, le calcul du temps témoin pour le taux de prothrombine, appelé MNPT en référence à sa dénomination en anglais, Mean Normal Prothrombin Time. Notre invité nous donnera les meilleures recommandations pour le déterminer. Et nous accueillons aujourd'hui Arnaud Rouvière, manager de l'équipe des spécialistes applications internationaux. Arnaud, tu es chargé de former depuis bientôt 8 ans nos collaborateurs et clients aux bonnes pratiques en hémostase. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et merci à vous. Et oui, comme tu le dis, déjà 8 ans. Arnaud, nous aimons commencer par la base. Peux-tu nous rappeler l'utilité du temps témoin de prothrombine et pourquoi est-il important ? Alors, comme nous le savons tous, les êtres humains ne sont pas identiques. Nous sommes tous un petit peu différents, majoritairement influencés soit par nos origines ou notre environnement, parmi d'autres facteurs. Donc, en hémostase, ça signifie que les valeurs attendues différeront en fonction de la population locale. Donc, le temps témoin de prothrombine est là pour prendre en compte justement ces variations et aider les laboratoires, disons, à normaliser un petit peu l'interprétation des résultats en fonction de la population de patients. Et comme tu l'as évoqué, Arnaud, chaque laboratoire sera impacté par plusieurs facteurs comme la localisation, la montagne ou le bord de mer, mais aussi la santé du patient. Par exemple, un laboratoire privé verra moins de malades qu'un hôpital ou en tout cas dans un état moins critique. Et en plus de cela, il faut prendre en compte les conditions techniques, les conditions préanalytiques, le réactif, l'analyseur, la méthode de calcul. En réalité, l'objectif est essentiellement de standardiser les résultats entre les laboratoires utilisant des méthodes différentes, telles que des analyseurs différents. Arnaud, peux-tu nous rappeler quand dois-je utiliser le temps témoin de TP ? Alors, le temps témoin pour le TP est destiné à être utilisé pour le calcul du taux du TP en pourcentage et pour l'INR. Donc, la détermination doit être effectuée pour chaque nouveau lot de réactif et ou pour chaque instrument sur lequel on l'effectue. Et peux-tu nous indiquer la meilleure façon de déterminer ce temps témoin? Alors tout d'abord, il faut se concentrer sur la sélection des échantillons. Donc ils doivent provenir de 20 individus qu'on considère en bonne santé, adultes, c'est-à-dire qui ne subissent aucun traitement susceptible d'interférer avec la coagulation. Donc pas de traitement par antivitamine K, d'héparine ou d'antibiotiques par exemple. Il est aussi courant de dire individu en bonne santé, mais finalement c'est plus sans défaut connu pouvant affecter la coagulation qu'il faut le comprendre. La considération comme sain pour la coagulation est ici importante car les patients peuvent être là pour un suivi médical sans rapport avec des troubles de la coagulation au départ. Et par exemple, Arnaud, peut-on utiliser par exemple des patientes enceintes ? Alors c'est vrai qu'on a pour habitude d'exclure les femmes enceintes ou les femmes sous contraception orale car cela peut effectivement impacter les résultats en coagulation, en hémostase. Et pour compléter ce que tu dis, Arnaud, le groupe de patients ou d'individus en bonne santé qui vient constituer l'échantillon doit également être équilibré en ce qui concerne l'âge et le sexe. Tout à fait, Audrey. Il faut effectivement, en plus de ça, faire preuve de prudence lors de la manipulation des échantillons. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à la centrifugation, les centrifuger conformément aux recommandations en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Et également mesurer et enregistrer pour chaque échantillon le TP. Tout échantillon qui va tomber en dehors des plages normales définies par le laboratoire doivent être exclus. Passons donc à la prochaine question. Comment dois-je le calculer ? Alors ça, c'est une bonne question, mais en général, ce qu'on préconise, c'est que le MNPT est calculé à partir de la moyenne géométrique des temps de quick mesurés pour tous les échantillons sélectionnés. Ça permet de réduire un petit peu l'impact des extrémités. Nos spécialistes applications peuvent d'ailleurs vous fournir un modèle Excel pour le calculer sur demande ou vous pouvez utiliser les menus dédiés de vos data managers. Et Arnaud, une majorité de tes conseils sont liés au rapport technique numéro 979 de l'OMS, mais peut-être as-tu d'autres conseils à nous fournir? Alors, ce qu'on préconise en général sur le terrain, c'est effectivement, si on utilise un même lot de réactifs, le temps témoin doit être déterminé sur plusieurs jours. Alors, on préconise un minimum de 3 jours. C'est effectivement pour prendre en compte la variabilité interjournalière de la technique, c'est-à-dire changement de réactif, vieillissement du flacon, les utilisateurs, etc. Donc, il est également important de traiter chaque échantillon séparément. On ne le dira jamais assez, mais pas de pool. On pense
à tort, en fait, gagner du temps, mais ça a surtout tendance à raccourcir les résultats et donc à empêcher de détecter les échantillons de mauvaise qualité. Et j'ai une petite question, si j'ai plusieurs instruments dans mon laboratoire, est-ce que je dois choisir un MNPT commun ou un MNPT dédié par instrument? Ça, c'est un petit peu la question classique. Ça dépend surtout des pratiques locales. Ce qui est important, c'est d'effectuer la détermination sur tous les instruments. Après, dans la pratique, si on veut faire la moyenne de tous les temps témoins de l'ensemble des instruments ou alors les assigner de manière individuelle, peu importe, je dirais, c'est surtout la décision du directeur de laboratoire. Il n'y a pas de recommandation formelle favorisant une option plutôt qu'une autre. Merci Arnaud pour ton aide et tes conseils précieux. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Vous trouverez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la série de podcasts Ask Stago. Vous pouvez aussi nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous de votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.